Je ne sais pas si tu nous vois, ce que tu vois, mais on est en tout cas enchanté de te voir. On sait combien tu es effaré, mais pas terrassé par la situation de ton pays d'élection depuis quelque temps. On est un peu dans le même état, mais un peu plus protégé, en tout cas un peu plus loin de ce qui se passe dans les universités américaines. On a eu l'occasion d'en parler avec toi. Donc, nous nous sommes rencontrés en 2020 à Grenoble, mais à distance aussi, pour une journée sur la violence, les femmes et les prisons. Et pour te présenter, je m'aide bien entendu des mots qui te définissent. Tu es une militante abolitionniste et féministe, professeure assistante, l'équivalent c'est enseignante, chercheuse, maîtresse de conférences en France. Tu es donc professeure assistante en justice criminelle à l'Université d'État California State University, à Chico, aux États-Unis, bien entendu. Tes travaux portent notamment sur les proches des personnes incarcérées, la sexualité et le genre en prison et les contestations du système pénal. Tu as produit de nombreux écrits, en particulier des ouvrages, par exemple Les détenus et leurs proches, Solidarité et sentiments à l'ombre des murs en 2008, ou encore Pour elles toutes, Femmes comme la prison, on a beaucoup lu à l'Université de Grenoble en 2019. Tu as dirigé des ouvrages comme Crimes et peines, penser l'abolitionnisme pénal en 2021, et enfin 1312 raisons d'abolir la police en 2023. Avec Charbit Joël et Shahin Maurice, tu as publié Brique par brique, une histoire de l'abolitionnisme pénal en 2024. Et aujourd'hui, tu vas nous faire sourire en parlant de l'incarcération, de la prison. Et nous sommes tout à fait honorés et ravis de t'écouter. Merci beaucoup, Mireille, pour cette introduction et cette présentation de mes travaux. Aussi pour tes mots chaleureux à propos de la situation qu'il y a actuellement aux États-Unis. Et évidemment, c'est pas sans lien avec ce qui se passe aussi pour la communauté académique en France. Je trouve ça important de rappeler que quand on parle de communauté académique, ce n'est pas une vaine expression. Alors, merci aux organisatrices et organisateurs, à tous ceux qui rendent possible ce colloque. Je suis vraiment ravie de pouvoir aujourd'hui partager, même de façon limitée, partager ces échanges. J'aurais vraiment aimé être avec vous en présentiel et apparemment, Mireille, voilà, chaque fois qu'on se rencontre, c'est à distanciel pour d'autres en raison de diverses contraintes. Et je dois dire que dès que j'ai lu l'appel à communication, ça m'a beaucoup inspiré. Je trouvais le sujet passionnant et il y avait beaucoup de sujets dont j'aurais eu envie d'échanger avec vous. J'ai d'abord pensé à la manière dont on pourrait essayer de réfléchir aux contraintes qui s'exercent hors les murs sur la parole des anciens prisonniers, anciennes prisonnières, mais aussi sur leurs proches. Et je dois vous dire que j'ai bien failli faire une toute autre présentation et parler d'un sujet qui me passionne également à partir d'une recherche que j'ai entreprise il y a quelques années avec le collègue que tu mentionnais, puisqu'on a coécrit un livre, donc Joël Charby, sur les journaux de prison dans une approche comparative à la fois donc aux États-Unis et en France. Et puis finalement, contre l'ambiance actuelle, je me suis décidée d'essayer d'apporter un peu de légèreté avec un sujet qui peut sembler à première vue bien étranger à ce qui nous préoccupe dans ce colloque, l'humour, les blagues et les bons mots en prison. Et j'espère vous convaincre, hein, au terme de ma communication, qu'en vous parlant depuis le sujet de l'humour, des blagues et des bons mots, nous parlons précisément de l'expérience de la détention, des manières dont peuvent se faire entendre la voix des prisonniers et des prisonnières, et des conditions mêmes dans lesquelles ces voix peuvent se faire entendre.
Alors, je voudrais commencer par une anecdote. Vous verrez que mon propos en contiendra de nombreuses. Et je reviendrai sur les conditions de recueil de ces anecdotes. Mais pour dire les choses rapidement, il s'agit du récit que je fais là d'une visite au parloir, donc de ma propre visite. La veille, les médias avaient rapporté que dans une autre maison centrale, un détenu avait tué un de ses codétenus, lui avait ouvert le crâne, puis avait commencé à manger son cerveau. Le matin, à mon arrivée au parloir, l'ami à qui je rendais visite et moi avions longuement discuté de ce drame. Nous étions particulièrement attristés de la mort de ce brave mec, entre guillemets, pour reprendre l'expression que nous devions utiliser, maintenu en détention à cause d'une simple amende douanière. Nous pensions à ses proches et à tous les arrangements sordides que suivent, nous le savions l'un et l'autre, un décès en prison. À midi, à la sortie des parloirs, les discussions des visiteuses étaient pleines de ce drame. Au-delà de la naturelle compassion pour les proches du défunt, s'exprimait de la peur. Dans une prison, comme celle dont nous sortions, un acte de cannibalisme avait été commis. Dans les maisons centrales, en particulier lors des visites de l'après-midi, les détenus et leurs visiteurs partagent parfois leur parloir. On parle des enfants de l'un, de la demande de remise de peine de l'autre, on parle de politique et des prisons qui ont en commun de ne jamais aller dans le bon sens. Bref, c'est des moments de sociabilité à plusieurs. Cet après-midi-là, un des amis détenus avec lequel nous partagions le parloir s'exclama « Putain, tu sors même plus en entier de leur prison ». Il s'ensuivit des rires, d'autres blagues, un autre renchéri sur ce qui les attendait, eux tous qui purgeaient de très longues peines. Et on a ainsi plaisanté de ce que l'on tenait évidemment tous pour un drame. Nos rires de femmes de tôlards n'étaient pas loin du désespoir, car il nous restait guère plus en matière d'espoir que celui de les voir un jour sortir entiers. Fin de l'anecdote et donc de ce récit d'une tranche de rire. Ces rires constituent l'objet de cette communication. Un humour de prison, des rires de prisonniers et de visiteuses qui ne se comprennent qu'à la mesure de l'expérience du dedans et d'une économie de la prison. Or, je n'ai jamais aimé l'expression triste comme une porte de prison. Comme si, une fois la prison entrait dans nos vies et ou les murs franchis, il n'y avait plus de place pour le bonheur et pour l'humour. En tant que sociologue, j'ai souvent été agacée par les remarques sur le caractère forcément sinistre de mon sujet. Donc, comme l'a évoqué Mireille, j'ai beaucoup travaillé sur la question des effets de l'incarcération sur les proches et sur la sexualité en prison. Alors que mon terrain de sociologue, pouvait être beaucoup moins sinistre que l'était mon expérience personnelle de la prison à travers l'incarcération de proches. Pourtant, si mes liens avec des personnes détenues ont été émaillés de moments dramatiques, j'ai beaucoup de souvenirs joyeux de prison et je n'oublie jamais les grands moments de bonheur que j'ai pu vivre au parloir. Aujourd'hui encore, je rigole souvent lorsque j'évoque avec des ex-prisonniers ou avec des copines connues au parloir ou avec qui on a cette expérience en commun. Et je vais essayer de vous convaincre que tout ceci ne repose pas sur ma nature personnelle. En fait, les réactions lugubres à l'évocation de la prison n'indiquent pas uniquement de l'ignorance de ce que sont la vie en prison et l'expérience carcérale, de ce côté-ci des murs, ou de l'autre côté, qu'on soit prisonnier ou proche de prisonnier. En tant que proche de détenus, on apprend vite, avec les bénévoles à l'accueil ou avec les travailleurs sociaux, qu'il est attendu de nous qu'on se plaigne de notre sort et qu'on arbore un air sinistre. En bref, il est inconvenant de rire. Certes, on dit des prisonniers ou des voyous qui ne rigolent pas, et la vie carcérale n'est évidemment pas une suite ininterrompue de canulars et de bonnes tranches de rire. Il y a donc à première vue une étrangeté que de parler d'humour, de prison et de prisonniers. Or, je dois vous dire que à l'origine des idées rassemblées, exposées dans cette communication, il y a les questionnements, il y a déjà pas mal d'années maintenant, d'un ami et collègue qui s'étonnait de la manière, alors c'est un sociologue, comme vous le devinez, étonné de la manière dont j'arrive assez peu à parler de la prison et de ma propre expérience sans rire. Il avait également observé, lors de communications scientifiques,
que les rires de mon auditoire éclataient souvent à contretemps des miens, hein, et ces contretemps avaient tendance à me blesser ou à m'agacer. Alors, j'espère que ça ne va pas vous censurer dans vos envies de rire, mais voilà le point de départ. De plus, je prenais souvent avec amusement les questions et les réflexions de mes collègues sur mes travaux et sur la prison. Là aussi, j'espère que ça ne vous censurera pas dans la partie échange qu'on aura. Bref, sur ces conseils, j'ai décidé de considérer mon rire comme une chose hautement sérieuse et de le résoudre dans le cadre d'une auto-analyse et d'une investigation sur l'humour en prison. En partant de l'hypothèse posée par Bergson, hein, que notre rire est toujours le rire d'un groupe, j'ai voulu tester l'existence d'une forme d'humour propre aux personnes incarcérées et par extension à celles qui font l'expérience de la prison. Hein, en esquisser les usages sociaux et finalement savoir ce que je mettais avec le temps approprié de cet humour. Et donc, le colloque Parole, contrainte, prison me donne l'occasion de reprendre ces réflexions que j'avais pendant très longtemps mises au repos et je suis très heureuse que vous me donniez cette occasion. Alors, avant de rentrer plus dans le vif de mes réflexions, je voudrais faire un rapide panorama de la prison vu depuis le parti des rieurs, ce qui, en termes savants, s'appelle un état de la littérature. Au sein de la sociologie de la prison, et en particulier des travaux de type ethnographique, on voit souvent le rire évoqué au passage. Mais il a été très rarement pris comme un objet propre, même si on peut relever un travail ethnographique effectué par Bruce Jackson auprès des prisonniers états-uniens et avec tout un recueil de blagues. Alors, c'est un travail ancien, mais j'aurai l'occasion de le citer un peu plus tard. Dans le champ de ce qu'on appelle les humor studies, on peut noter qu'il y a, notamment aux États-Unis, des travaux sous l'angle de la résistance, hein, qui se sont intéressés à la survie dans les situations d'enfermement et avec notamment le cas le cas pardon, qui est désormais un peu ancien, mais des prisonniers de guerre états-uniens au Vietnam, hein, qui est un cas d'étude relativement important. Notons qu'on notons qu'on dispose dans le champ de la sociologie carcérale également de travaux sur l'humour des surveillants de prison, en particulier dans le rôle de l'humour dans la socialisation professionnelle et dans leur relation avec les détenus, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches qualifiées d'ingrates pour les personnels de surveillance. Alors, pour ma part, mon analyse repose sur un corpus que je qualifierais de disparate, qui est un ensemble de bons mots et de blagues de prison que j'ai recueillis dans une enquête de terrain qui est maintenant assez ancienne, puisqu'elle date du début des années 2000 et qu'elle était à l'occasion de mon travail sur les relations des personnes détenues et de leurs proches. Enquête de terrain que j'ai reprise sous l'angle de ce qui pouvait avoir été raconté comme drôle, marrant au cours de cette enquête. J'ai également associé à cette relecture de travaux précédents celle de mon expérience personnelle d'avoir pendant plusieurs années rendu visite à des proches incarcérés. Mais j'ai surtout renouvelé tout ce matériau en interrogeant des proches, hein, à travers mon réseau d'interconnaissances, à la fois d'anciens prisonniers et de personnes ayant rendu visite à des personnes au parloir, avec comme simple question, comme simple consigne, raconte-moi des choses drôles ou amusantes qui te sont arrivées en prison ou au parloir. Alors, parmi les anecdotes recueillies, je vais vous en livrer quelques-unes. Un interviewé m'a rapporté s'être beaucoup amusé à disposer dans sa cellule d'un grand récipient avec un grand nombre de bonbons, hein, de friandises, qu'il prenait grand soin de comptabiliser. En son absence, donc promenade, douche, sondage de barreaux, etc., il arrivait évidemment que des surveillants se servent et il s'en suivait des plaintes. Voilà, chose qui l'amusait beaucoup. Un peu dans le même ordre d'idées,
des anciens prisonniers m'ont raconté s'amuser d'avoir disposé des revues pornographiques dans leurs cellules pour déjouer l'attention des surveillants. Un autre m'a raconté comment il avait, enfin, me raconter parmi les choses amusantes, la plainte qu'il avait déposée contre un directeur d'établissement pour vol de produits qui sont normalement distribués gratuitement aux détenus. Donc, il accusait le directeur d'avoir volé ce genre de produits pour repasser en commission de discipline, hein, dans une logique de perturbation du fonctionnement de l'institution. Du côté des proches de détenus ou des visiteuses, une interviewée voulait me raconter les choses suivantes. Là, c'est un extrait brut. Il y en a, elles sont tellement frappées. Regarde, c'était à telle prison. Il y en a une, elle est arrivée, tu aurais vu comment. Et en prenant un air, et puis la voilà qui annonce qu'elle veut voir son mari, qu'elle est très occupée, qu'elle ne peut pas attendre. Dernier extrait d'un récit, voilà, c'est d'un récit livré par une interviewée. À côté de moi, une fois, il y avait un couple et leur fille d'une quinzaine d'années. Un détenu a interrompu le parloir en venant demander au mari, donc, qui était détenu, de lui rendre des bouquins de cul. La femme s'est énervée, quoi, je viens au parloir, tu regardes ce genre de truc, etc. Et son mari a calmé la situation en évoquant une blague de l'autre détenu. Voilà, c'était une situation évoquée parmi les moments drôles en prison. Alors, on connaît sans doute la mise en garde de Bedos, hein, vouloir définir l'humour, c'est prendre le risque d'en manquer, mais il est néanmoins difficile pour moi de faire l'économie de la définition que je vais retenir à partir de ces matériaux recueillis. En fait, le critère d'inclusion retenu est ce que les interviewés décrivent eux-mêmes comme drôle, marrant ou amusant. Hein, il ne c'est pas pour moi de mettre en doute l'authenticité du rire, car il n'y a rien de mieux pour arrêter le rire que de demander: vous trouvez vraiment ça drôle? Pourquoi vous trouvez ça drôle? Néanmoins, ce critère d'inclusion, hein, d'accepter a priori ce que raconte, ce que choisissent les interviewés comme étant drôle, ce critère d'inclusion pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est un classement a posteriori. Ce qui est décrit en entretien comme drôle, entre guillemets, n'a pas toujours été considéré comme tel sur le moment, et inversement. Il ne permet donc pas de saisir les blagues ratées. Ensuite, ce critère d'inclusion produit une forme d'homogénéité, par exemple entre le rire et le sourire, mais aussi entre le bon mot et la scène jugée drôle. Mon corpus a plusieurs défauts. D'abord, il saisit bien davantage le rire des voyous que celui d'autres catégories de prisonniers, en raison de mes propres réseaux d'interconnaissance. Par ailleurs, il est difficile de certifier l'authenticité des faits rapportés, hein, à l'instar des mots d'esprit en politique. Ceux de prison se transmettent. On les retrouve racontés dans différentes prisons et par plusieurs générations de prisonniers, hein, et on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'ils sont aussi parfois inspirés par le cinéma ou les spectacles de stand-up, et il peut être difficile d'en retracer la généalogie. Alors, il ne sera pas question dans ma communication des blagues qui sont racontées en prison, hein, telles que les blagues de blondes, les blagues de belges, etc. Il ne sera pas non plus question des blagues racontées dehors sur les prisons et sur les prisonniers. Elles sont, à mon sens, aussi étrangères à l'humour des prisonniers que les blagues sur la guillotine l'étaient à l'humour des futurs guillotinés, ou que les blagues sur Auschwitz le sont à l'humour des camps et à celui des rescapés. De la même manière que je n'évoquerai pas l'utilisation journalistique à des fins burlesques, des faits divers ou des bons mots prononcés dans les tribunaux et que l'on voit, par exemple, chroniquer dans le journal Détective, qui a toujours eu, à ma connaissance, une rubrique de ce type, au moins depuis, je dis toujours, mais en fait, à ma connaissance, c'est au moins depuis les années 80. Il ne sera pas question donc de ces formes d'humour qui viennent de dehors, car à mon sens, ces blagues ne sont pas dénuées d'une forme de mépris pour ceux qu'elles mettent en scène.
Alors, je ne considère pas l'humour, les blagues et les bons mots de prisonniers comme un angle mort de la sociologie carcérale qu'il s'agirait de renseigner afin de combler une lacune du savoir sur la prison et les prisonniers. Il s'agit plutôt, pour moi, en répondant aux questions de qui, de quoi rient les prisonniers et pourquoi rit-on autant en prison, de montrer ce qui se dit de la prison quand les prisonniers prennent le parti de rire ou d'en rire. Dans un premier temps, je vais essayer de décrire les spécificités à travers ces objets de ce que serait un humour prisonnier. Ensuite, de décrire les fonctions de cet humour dans sa polarisation entre un rire ensemble et un rire contre ou un rire pour résister. Et puis, je finirai en essayant de vous proposer une typologie autour de 3 formes de rire: le rire des dominés, le rire des rescapés et le rire des affranchis. Donc, je vais commencer par cette tentative de description de ce qu'est, de ce que serait un humour prisonnier, en commençant par dire qu'il me semble difficile de trouver ce qui pourrait constituer le hors-champ de l'humour prisonnier. J'ai entendu les prisonniers rire de tout, des surveillants, des codétenus, mais aussi des évasions, qu'elles soient ratées ou réussies, des sévices subis et des crimes, et même des femmes qui sont supposément sacrées. Mais cette remarque, on peut la retrouver aussi dans un témoignage que j'ai trouvé à la fin du 19e siècle, un récit de prison par 2 anarchistes qui étaient Ernest Gégou et Charles Malato, qui racontaient: captifs, le rire est d'ailleurs notre seule arme et notre seule distraction. Blaguant la prison où nous sommes incarcérés, les magistrats qui nous y ont fourrés, les geôliers qui nous y détiennent, et les politiciens multicolores que nous y avons rencontrés, nous avions le devoir de ne pas nous épargner nous-mêmes, etc. Alors, c'est une citation que je trouve intéressante puisque on le verra, elle reprend certaines catégories que j'ai essayé de relever dans une typologie des objets de l'humour. Mais avant de rentrer dans cette typologie, il faut évidemment préciser que, comme n'importe quel humour, l'humour prisonnier doit parfois être explicité, à l'instar d'un Tommy DeVito qui demande dans Les Affranchis à Henry Hill: You said I'm funny. How the fuck I am funny? Donc, tu as dit que j'étais marrant, mais putain, marrant comment? Alors, cette réplique nous rappelle que cet humour de dedans n'est pas toujours compréhensible de dehors. Ce qui fait rire ici peut être ailleurs considéré comme dénué d'effets comiques et parfois même apparaître cynique, voire cruel. Et je pense que c'est une observation à garder à l'esprit lorsque euh, je partage ce qui a été décrit par mes interviewés comme drôle, marrant, etc. Alors, j'ai défini 3 champs de ce que seraient les objets de cet humour. Premier étant rire de la justice, de la prison et des prisonniers. À l'instar de ce que dit Philippe Hameau à propos des graffitis, hein, ouvrez les guillemets, tout l'organigramme de l'appareil pénal est jugé, jaugé et invectivé. On peut dire que l'humour prisonnier vise d'abord la justice, la police et la prison, et qu'il indique la piètre estime des prisonniers pour l'ensemble de ces institutions et finalement pour le système, entre guillemets, la société. Des boutades éculées comme avoir fait Centrale ou avoir fait l'école du crime sont par exemple bien révélatrices du peu de crédit de l'institution pénitentiaire quant à son rôle de rééducation, mais plus généralement du fonctionnement de l'ensemble de la société. Autre blague, souvent entendue et dont il est difficile de retracer l'origine, mais pour l'avoir entendue à de multiples reprises: ouvrez les guillemets, tu rentres, t'es un agneau, tu ressors, c'est le silence des agneaux. Le rire prisonnier s'amuse aussi de ceux qui ont, entre guillemets, choisi d'y travailler en prison,
et qui finalement y passent plus de temps que la plupart des prisonniers ou des visiteuses. Ils s'amusent de la perversité qu'il y a à accomplir certaines tâches, ouvrir et fermer des portes et regarder des trous du cul. Fermer les guillemets. On suppute également sur la santé mentale de ceux qui ont conçu les prisons, sur leur valeur morale, être payés à concevoir une serrure de quartier d'isolement ou un mirador, par exemple, et même sur sur leur intelligence. On se demande ainsi comment on peut manquer d'un tel sens pratique en concevant, dans un fameux quartier disciplinaire, un robinet et un lavabo qui sont trop éloignés l'un de l'autre pour être utilisés simultanément, hein, le robinet et le lavabo. Le rire prisonnier n'épargne pas les détenus, même s'il est, à mon sens, rarement dénué d'une certaine tendresse pour certains de leurs travers, hein, comme se dire systématiquement innocent. Hein, j'ai souvent entendu l'expression: «En prison, il y a les innocents et ceux qui disent qu'ils n'ont rien fait». Ou alors le fait d'adorer les histoires de crimes et de lire détective, alors que, ouvrez les guillemets, «on a tout sous la main». Ou encore se rassasier d'histoires criminelles pitoyables et de leurs pathétiques auteurs. Parmi les détenus, il y a quelques personnages qui focalisent l'attention des rieurs. Alors là aussi, ma recherche a un caractère exploratoire, mais j'ai relevé que on revenait souvent la figure du pointeur, du délinquant sexuel, notamment en raison de leur propension à dissimuler les raisons de l'incarcération. Et parmi les formules amusantes qui m'ont été partagées, c'est celle de braquage d'un magasin de fourrure pour donc désigner une agression à caractère sexuel. Autre personnage qui fait rire, mais qui fait rire essentiellement les personnes purgeant de longues peines, c'est le personnage de l'arrivant, hein, donc celui qui arrive en détention, car ses ignorances et ses lubies font de lui un quasi-cave, et on reviendra sur la figure du cave dans une minute. Là, deux petits extraits d'entretien à les arrivants parce qu'ils demandent toujours, ouvrez les guillemets, mais combien? Sous-entendu, combien il te reste à faire? Et moi, je répondais toujours, fin de peine. Autre extrait, dès qu'ils arrivent, ils demandent, il y a moyen, sous-entendu, il y a moyen de s'évader. Et moi, je fais le mec qui comprend pas, je dis, moyen de quoi? Voilà, et là aussi, on est autour de la question du cave, qui est donc le deuxième, à mon sens, grand objet de l'humour prisonnier. Le personnage du cave, du jobard, donc de celui qui n'est pas un voyou, pour dire les choses rapidement, fait l'unanimité, hein. Personne n'aime en prison être pris pour un cave et tout le monde rit de lui, hein. Sa naïveté ou son ignorance fait immanquablement de lui le dindon de la farce, parce qu'il n'est pas dans la même histoire, la vraie histoire. Là, autre extrait d'entretien. Quand je suis sortie de la banque, donc une banque qu'il avait braquée, il y avait un mec accoudé à ma caisse qui attendait sa meuf, une employée de la banque. Il croyait juste qu'elle était en retard. Comme j'étais chargée avec mes sacs de billets, donc il y a toute la gestuelle qui va avec le récit, je lui ai demandé de me les tenir, les sacs, pour pouvoir ouvrir ma caisse. Voilà, fin de l'extrait. Naïf, le cave ne se méfie de rien et il ignore à qui il a affaire. Cette ignorance provoque des quiproquos et le rire qu'il suscite se fait toujours à ses dépens. Mais le cave est définitivement à son mieux lorsqu'il se rebiffe, hein, pour reprendre le titre du film de Gilles Grangier. Que le blanc-bleu joue l'affranchi devant un connaisseur et le spectacle est assuré. Hein, à l'instar de ce détenu qu'on m'a raconté avoir voulu jouer avec l'interviewé, euh, avoir voulu jouer avec l'interviewé au voyou et qui avait proposé des armes, mais qui se sont avérés être des vieux fusils rouillés ayant appartenu à un de ses aïeux et donc qui était décrit par mon interviewé comme un grand moment de rigolade encore, qui faisait encore rire. Et c'est le dévoilement qui déclenche le rire, celui qui se révèle être cave alors qu'il essayait d'en être, hein, parce qu'il s'y croit. Les caves sont inconscients aussi des dangers qu'ils prennent. Autre extrait d'entretien qui sort un petit peu de la prison, mais qui est
il sort de prison, on vole la bagnole, et là, il y a un mec qui sort de la baraque en gueulant parce que c'est la sienne. Je lui montre mon calibre et on a démarré. Et lui, il nous a couru après en charentaise alors que j'étais outillée. Et voilà. Et là, les rires repartent, etc. Ce rire dit souvent davantage que l'effet commis que produit l'erreur sur la personne. Il se fait l'écho du trouble que l'extrême banalité du voyou et ses rêves de bourgeois font parfois paraître. On rit, car c'est bien le comble pour un voyou d'être pris pour un cave par un cave qui se prend pour un affranchi. Mais on rit aussi de l'affranchi qui a pris un cave pour un brave mec. D'être pris pour un cave par un autre voyou, cela peut être extrêmement dangereux, cela peut mal se terminer. Par contre, quand c'est le voyou qui est plus cave que le cave, exactement comme dans le cave se rebiffe, alors c'est le cave qui emporte la sympathie du parti des rieurs. Je m'arrête là sur la question des caves qui pourrait être longuement développée pour passer à mon troisième objet qui est les bons coups et les coups du sort. Ce troisième type de rire se noue autour de situations qui permettent de dire des autres, les flics, les juges, les matons, les caves, je les ai bien eus. Mais il y a en plus ce brin de triomphalisme qui fait ajouter on n'a pas payé le prix. Et si le rire est communicatif, c'est que tous s'associent à cette revanche et à cette impunité. On les a bien eus. Finalement, c'est tout le système, les bonnes gens, la police, la prison, la justice, qu'on a entre guillemets eu, possédé, et qui fait dire à l'un des interviewés, ouvrez les guillemets, s'ils savaient les gens du dehors, ils nous attendraient avec un fusil. Or, ce rire résonne en particulier lors des récits d'arrestations, arrestations farfelues ou de divers délits, au cours desquels l'auteur s'est illustré par son toupet. Je vous en livre deux. Machin, sur un braco, il s'est fait serrer à la sortie par les flics. Il a dit aux flics qu'il était au guichet quand il y a eu le braquage et que les mecs lui ont mis une perruque sur la tête, des bifetons plein les poches et qu'ils l'ont fait sortir. Il a dit qu'il ne connaissait pas les deux autres et qu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait ça. Cette histoire me fait toujours autant rire si on s'imagine la scène. Autre récit, je connais un Corse, il a été innocenté pour un attentat, même si les flics sont sûrs que c'est lui. Il posait la bombe, mais comme il a vu des condés au coin de l'œil, il s'est redressé et il a fait comme s'il essayait d'éteindre la mèche. Après, devant le juge, il a toujours dit qu'il passait là par hasard et comme il avait vu cette bombe prête à se partir, eh bien, il fallait lui donner une médaille parce qu'il avait réussi à l'éteindre. Alors là, évidemment, en précaution d'usage que j'ai évoqué en introduction, on ne sait rien de la véracité de ces récits. Ces récits ont pour seul, ont un intérêt dans la discussion autour de ce qui fait rire. Mais une partie des blagues autour des bons coups et du coup du sort sont du ressort de l'autodérision et leur morale pourrait tenir dans l'affirmation « on a tous un cave en soi ». Le rire se glisse dans les interstices de l'image du voyou qui se brouille, car les ratés font beaucoup plus pour l'humour que les réussites. On raconte ses mésaventures, on rit de ce qui a raté, des coups qui ont foiré, dehors comme dedans. Ici, une échelle trop courte, là, un faux témoin qui s'est inopinément déballonné, ou encore d'une arme accidentellement tombée d'une veste au mauvais moment. On rit aussi de ses propres débuts en prison et de sa méconnaissance d'alors du fonctionnement de l'institution, donc quand on était encore un cave. Extrait d'une interview. Mes premières cantines, je croyais que les fruits, c'était au kilo. Oh, le délire quand ils ont apporté mes cantines. Donc voilà, je ne me rappelle plus des détails, mais il s'agit d'une femme qui avait peut-être acheté 4 kilos de pommes, 3 bananes, 3 kilos de bananes en pensant les acheter à l'unité. Le rire est souvent un rire sur la condition carcérale et les formes de régression qu'elle induit, notamment en raison de la vie en collectivité, et que les personnes détenues décrivent souvent comme se comporter comme des enfants, entre guillemets, ce qu'on fait dedans et qui n'aurait pas de sens ou pas de tenue dehors, comme taper dans les portes des cellules au seul prétexte que c'est le réveillon, par exemple, ou qu'il y a un match de télé. Autre extrait d'entretien, j'ai passé mon temps à regarder Winnie l'ourson et ma sorcière bien-aimée à la télé, ce qui ne fait pas très sérieux, etc. Rire de son sort, on le
voit à travers les plaisanteries qui prennent leur inspiration dans le malheur, avec des formes traditionnelles euh, de, euh, euh, de, euh, de phrases de prison qui rappellent des réalités bien tristes. Par exemple, pu entendre de multiples variantes de les seules lettres que je reçois, c'est celles de la justice. Je ne reçois jamais de mandat, que des mandats d'arrêt. Or, cette phrase, on la retrouve dans un récit de Boudard, qui date de plusieurs décennies. Je vais m'arrêter là sur la question des objets du rire pour passer à la question des usages sociaux du rire. En commençant par une remarque générale, hein, le rire des prisonniers et le rire des prisonnières, le rire des voyous, le rire des pointeurs, autant de rires qu'il faudrait pouvoir plus minutieusement qu'ici explorer. Et puis, parce qu'on ne rit pas de la même manière dans les maisons d'arrêt, les centrales et les centres de détention, en détention ordinaire et dans les quartiers d'isolement et les mitards, il y a assurément matière à faire une géographie du rire en prison. Et puis parce que, pour reprendre la phrase de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, il existe certainement des temporalités de la pratique du rire qui renseigneraient notamment sur l'expérience carcérale et la socialisation carcérale. Alors, je n'évoquerai pas non plus les manières de rire, les rires nerveux et les fous rires, mais malgré toutes ces limitations et donc l'excessive homogénéisation produite par mon analyse, hein, que j'ai évoquée dès mon introduction, je vais essayer de dresser un panorama des usages sociaux du rire en prison à partir de la distinction classique entre humour d'inclusion et humour d'exclusion, avec évidemment cette remarque que les frontières entre ces deux rires sont parfois poreuses, car poser la question d'avec qui on rit a souvent pour corollaire le contre qui on rit. Donc, première perspective, rire ensemble. Je voudrais commencer par dire que contrairement à certaines représentations qui font dire que les sortants de prison doivent se, entre guillemets, resocialiser, la prison est un lieu d'hypersocialisation. Parler et rire en prison, on ne peut avoir que ça à faire, hein, et pour certaines personnes, c'est bien réel de n'avoir que ça à faire en prison. Le rire est donc souvent décrit dans mes entretiens comme un moyen de défier l'ennui et de passer le temps. En prison, on a le temps pour penser aux répliques, pour perfectionner une blague, la tester devant un public, alors qui est en maison d'arrêt, varié et régulièrement renouvelé. L'ennui peut être un puissant allié à l'humour. À force de raconter une histoire, on réussit à la faire devenir drôle. Les blagues que s'échangent les prisonniers sont aussi le moyen de se faire une réputation. Hein, l'art de la réplique, de la tchatch, savoir faire le bouffon, renvoyer la bonne injure, avoir le sens de la répartie et donc le dernier mot sont valorisés. Hein, sans doute parce que la mauvaise humeur est particulièrement dangereuse pour un groupe, en particulier s'il vit en autarcie. Et parmi voilà, illustration de cet art de la réplique. Euh, une, une anecdote racontée par un interviewé. Un juge m'a proposé de prendre un avocat d'office et je lui ai répondu, ah, si vous êtes intègre, je n'ai pas besoin d'un avocat. Là aussi, je pense que c'est une réplique qui peut être, qu'on peut entendre, qui n'est pas propre à mon interview. Donc, rire sous cet angle, rire produit de l'inclusion, et c'est pour ça que ces bons mots de prison empruntent souvent des traits aux légendes urbaines, hein, on les retrouve répétés à des décennies d'écart ou dans différentes prisons. Par exemple, plusieurs détenus m'ont assuré avoir personnellement connu la personne qui aurait eu cet échange avec un juge qui venait de le condamner à une peine d'incarcération. Cette personne aurait dit bah, si c'est ça, je la ferai sur une jambe. Par exemple, hein, vous m'avez condamné à 6 mois, je la ferai sur une jambe. Et le juge aurait répondu eh bien, vous ferez le double sur vos deux jambes, vous ferez 1 an sur vos deux jambes.
Donc, cette forme d'humour témoigne aussi d'une forme de connaissance du social, car il repose sur une multitude d'éléments implicites, des codes et des références partagées au sein du groupe. En ce sens, l'humour témoigne d'une certaine sagesse acquise à travers l'expérience de la prison. Hein, il nous enseigne comment interpréter une situation et comment y réagir, en l'occurrence, comment réagir au prononcé d'une peine. Hein, lorsque les prisonniers rient à la blague, la prison, on sait quand on y rentre et pas quand on y sort, blague qui fait aussi référence à ma toute première anecdote. Cet humour révèle une réalité crue, mais aussi une forme de vérité partagée par ceux qui et celles qui vivent cette expérience, et donc une forme de sagesse. Et là émane un message sur la condition de l'incarcération et la manière de vivre cette incarcération. Mais ce rire ensemble est également lié aux normes et en particulier aux écarts qui peuvent arriver entre ce qui est attendu et ce qui est vécu. Hein, ce qui fait rire, c'est souvent justement la dissonance entre deux cadres normatifs. Parmi les anecdotes recueillies, je me souviens de celle d'un prisonnier racontant je devrais être en train de me la couler douce à Saint-Trope et je me retrouve dans cette rade moyenâgeuse. Tu vois l'histoire. En fait, ce qui était drôle lorsqu'il leur racontait ça, c'est l'ironie en fait de ce qui se révélait être des, des, des attentes sociales relativement normées. Hein. Cela coulait douce à Saint-Trope, alors qu'on savait, moi et l'interviewé, qu'il n'avait jamais été en mesure de mener cette vie luxueuse dont il prétendait être privé. Alors, on le sait bien, hein, tout humour est fondé sur une forme de connivence, hein, et ce qui permet notamment de construire cette connivence, c'est les surnoms qui sont donnés aux prisonniers entre eux et qui peuvent contraster avec l'esprit de sérieux que pourrait inspirer leur casier judiciaire. Hein, je pense à des surnoms tels que Mickey, Porte-Avions, etc. Mais on observe aussi cette connivence dans les surnoms cocasses donnés aux surveillants. Hein, parmi ceux que j'ai relevés, Pins, à propos d'un surveillant décrit comme collant, ou surnom générique donné aux surveillants de gentils organisateurs, donc de géo, comme au Club Med. Rentrent dans ce champ dans ce champ les plaisanteries sur les adresses des prisons, hein, qui peuvent être mises au dos des courriers, comme la rue des Peuples liés, en deux mots, et non pas les Peupliers, pour l'adresse de Fleury-Mérogis, ou les appellations à double sens, comme le garde des Sceaux, SOTS, pour le ministre de la Justice, ou les détenus particulièrement sages, pour DPS, au lieu de détenus particulièrement signalés. Et donc, comment l'effet antithétique et dévoilant peut s'ajouter à l'effet humoristique. Je vais maintenant passer à l'autre face des usages sociaux du rire, en évoquant le rire pour résister. En commençant par évoquer le fait, comme je l'ai dit très rapidement en introduction, que le rire prisonnier est par nature inconvenant et subversif, car il contrarie l'économie générale de l'institution carcérale. En effet, celle-ci est marquée par la place du silence dans son histoire, qu'elle doit à son héritage monastique, et l'historien Le Goff nous rappelait que la codification du rire, la condamnation du rire dans le milieu monastique, résulte au moins en partie de sa dangereuse liaison avec le corps. Et donc, pour rappel, hein, à partir de 1839, la règle du silence a été imposée dans les maisons centrales, puis dans les maisons d'arrêt, mais que cette règle du silence n'a été abolie qu'en 1972 dans les centrales. Avec cela à l'esprit, on peut assurément dire que le fait de rire, d'être joyeux, c'est aussi contester la peine et finalement sa propre responsabilité dans son incarcération. C'est à la fois un signe de prisonnisation, mais aussi son meilleur démenti.
hein, la capacité à n'être pas enfermé, à ne pas subir, avoir acquis l'élégance de la capacité à se mettre à distance les événements et pour dire les choses rapidement, pour reprendre une expression souvent employée, garder la tête euh, dehors. Et donc, le rire prisonnier, c'est une manière de garder sa contenance au sens propre, se contenir et donc contenir les émotions attendues, euh, du silence. euh, 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 voilà. Pardon. L'humour, en ce sens, est une arme lorsqu'il sert, par exemple, à rire du caractère de service que prend le rôle des membres du personnel de surveillance. Hein, parler de la prison comme du Club Med, surnommer un établissement Poissy-Plage, ou, comme me l'a été rapporté, tel détenu qui avait accroché une pancarte Don't Disturb sur la porte de sa cellule, c'est autant de manières pour les prisonniers de nier le sort qui leur est fait. Hein, l'ordre de la domination peut, au moins symboliquement, être renversé par les prisonniers lorsqu'ils rappellent au personnel de surveillance la façon dont ils sont à leur service. Hein, de parler de room service quand ils apportent le courrier ou les repas, leur demander de fermer la porte de la cellule lorsqu'ils sortent de la cellule, ou de remarquer à haute voix qu'ils sont courtois lorsqu'ils ouvrent une porte. Hein, merci de m'avoir ouvert la porte, merci de refermer après vous, hein, dit à des surveillants. Ce qui est justement leur devoir et leur privilège. Alors, en fait, je m'inquiète un petit peu du temps. Il me reste combien de temps? Normalement, pas beaucoup. Quelques minutes, si c'est possible. Ok. Du coup, c'est un petit peu ça qui me perturbait. Je crois que j'ai fait quelques digressions. Et du coup, je vais en rester là pour le rire pour résister, pour avoir le temps de vous partager la typologie que je propose entre rire des dominés, des rescapés et des affranchis. Ces trois types de rire, donc voilà, que j'essaie d'élaborer à partir de ces différents usages sociaux du rire. Le rire du dominé est par définition une arme du faible. Hein, c'est le type de rire qui permet aux détenus de conserver leur dignité et de défier la domination sociale. Il s'agit d'un rire frondeur qui vise à subvertir la domination en riant de soi-même et, et en reconnaissant l'expérience partagée. Ce rire s'affiche comme une forme de supériorité, un renversement de l'ordre établi, exprimant des pensées comme même pas mal ou même pas mort. Hein, lorsque tout est perdu, ce qui reste au dominé, c'est le panache. Et savoir en prison rire, c'est un signe de socialisation, c'est un indice de la capacité à naviguer dans l'environnement carcéral, mais c'est aussi un savoir-faire. Hein, on peut parler à ce titre d'un savoir-rire de la part des dominés. Le second type de rire, c'est celui des rescapés, qui se manifestent lorsqu'ils racontent leurs souvenirs douloureux, comme des humiliations passées ou des situations de souffrance. Rire de l'humiliation subie permet de renverser le stigmate et de prendre le contrôle de la situation. C'est aussi un moyen de mise à distance de l'interlocuteur s'il ne partage pas cette expérience. De cela, l'interlocuteur ne peut pas rire. Hein, et par exemple, rire des fouilles, rire d'avoir été comme un chien au mitard, rire de s'être fait choper avec des capotes au parloir, ou encore rire d'avoir été malade pour avoir été forcé par un surveillant à boire de l'alcool fait clandestinement. De cela, l'interlocuteur, s'il ne partage pas cette expérience, il ne peut pas rire, mais c'est en même temps révélateur de la stratégie de survie. Ce rire signale que l'on n'a plus peur ou plus mal, que cela devient une forme de réappropriation et de réparation du stigmate subi, un renversement de l'ordre de la domination. Il s'agit, à mon sens, d'un rire qui doit écarter le malheur et qui signale que l'épreuve est passée. Troisième type de rire, c'est celui des affranchis, qui se distingue par une forme de maîtrise et de contrôle. Il appartient à ceux qui savent, souvent des voyous, des individus qui ont une connaissance intime de la prison et de ses codes. Et ce rire repose sur un décalage entre les attentes sociales ou légales
et la réalité vécue par les individus. Donc, c'est un rire qui exprime une forme de supériorité, un sentiment de domination face aux règles de la société. Ce rire peut aussi être un moyen d'épater la galerie, d'impressionner les autres et de marquer une distance par rapport à ceux qui ne partagent pas cette expérience. Voilà très brièvement de quelle manière je peux décrire cette typologie. Et laissez-moi encore une petite minute de conclusion pour vous dire que, à mon sens, lorsqu'on se place aux côtés des rieurs, la sociologie permet de montrer, au-delà de la seule domination qui s'exerce en détention et de la souffrance entraînée par la peine, que les formes de résistance et de résilience sont nombreuses parmi les personnes détenues. Le rire prisonnier est un rire qui fait trembler les murs, car il reconnaît implicitement que, ouvrez les guillemets, si les murs des prisons sont hauts, c'est pour que les gens de dehors se croient libres. Fin de la citation. En rappelant que la liberté n'est pas toujours ce que l'on croit et que, vu de prison, il n'est pas sûr que les plus grands criminels soient incarcérés, cette boutade illustre bien que l'humour est toujours un point de vue et qu'en ce sens, la sociologie de la prison doit prendre le rire prisonnier au sérieux. Merci de m'avoir écouté et désolée pour cette petite longueur.